Vous écoutez Lire du Dire sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire l'apostrophe I-R-E, comme colère mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Maïté Vallès-Bled. Maïté Vallès-Bled a été conservatrice en chef du patrimoine au musée Paul Valéry. Elle est l'auteure de nombreux livres d'art sur l'art et la poésie, de nombreux catalogues, d'expositions et elle est la directrice du Festival international de poésie Voix vive de Méditerranée en Méditerranée. Je la reçois aujourd'hui pour qu'elle évoque effectivement l'art, ses nombreuses activités et la poésie, je pense. Enfin, elle nous dira si elle est centrale dans sa vie de passeuse, j'ai envie de dire, d'art, voilà, d'images et de mots. Alors Maïté Vallès-Bled, merci beaucoup d'être là déjà avec nous. Merci à vous. Les Voix vives, ça a commencé quand et comment ? Voix vive, c'est un festival de poésie que j'ai créé à l'Odève en 1998 et dont nous avons réalisé cette année la 26e édition à 7 donc. Et cette création du festival est liée à un intérêt de ma part, à un amour de ma part pour la poésie depuis toujours. Vous savez, on peut avoir plusieurs passions. Oui. J'ai la passion des arts plastiques, j'en ai fait mon métier, mais j'ai aussi une passion intime pour la poésie. Et j'ai plusieurs années avant de créer ce festival, réfléchi à des manières de la transmettre, parce que c'est évidemment dans le monde qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, une sorte de gageure. La poésie, la plupart de ceux qui pourraient la soutenir, aider à ce qu'elle soit transmise, connue, diffusée, considèrent qu'elle ne sert à rien. Et ont du poète cette image d'un personnage campé quelque part là-haut dans les nuages, complètement déconnecté du réel. Et c'est tellement faux, c'est tellement l'inverse de ce qu'est la réalité de cette parole poétique qui est complètement inscrite dans le réel, dans le monde d'aujourd'hui, qui nous parle de tout ce que nous connaissons, traversons, vivons ensemble. Donc il fallait trouver une manière de la transmettre et j'ai choisi de l'installer dans des lieux publics, dans des lieux du quotidien, et non dans les temples de la culture, que je connais bien puisque j'ai dirigé des musées toute ma vie, c'est-à-dire ces lieux du quotidien qui vont se trouver transformés par la présence des poètes, qui va ainsi être offerte à tous, mise à la disposition de tous, y compris de ceux qui n'ont pas prévu de venir l'écouter, mais qui, parce qu'elle est dans les rues, sur les places, dans des jardins, dans des cours, dans des lieux que chacun peut traverser chaque jour, vont s'arrêter, vont par curiosité écouter. Et ce que l'on observe depuis 26 ans, c'est que ceux qui s'arrêtent restent. Et non seulement ils restent, mais ils reviennent. Et puis ils en parlent autour d'eux. Et cela contribue à multiplier le public. Depuis 26 ans, la fréquentation du public est en courbe croissante de manière permanente. Ce qui signifie bien que si on propose l'accès à la poésie, les gens la reçoivent et je dirais l'emportent, car chacun emporte quelque chose de ce qu'il a entendu, écouté avec lui. Oui, et pour nos auditeurs qui sont jamais allés à Sète en période de ce festival, il faut dire qu'il y a de la poésie partout. Alors vous faites quoi comme dispositif? Des scènes, des banderoles, des calicots dans les rues? Oui, voilà, c'est-à-dire nous installons des scènes nous avons
plus de 25 lieux. Nous installons donc dans ces espaces du quotidien. J'ai choisi de centrer l'espace du festival dans l'ancienne ville de Sète, c'est-à-dire en plein cœur, autour de la mairie, jusqu'au port, jusqu'au grand jardin du jardin du château d'eau. Et dans chacun de ces lieux, donc, nous installons une scène, mais nous installons aussi pour les spectateurs des manières un petit peu différentes. Bien sûr, il y a des chaises, mais il y a aussi des transats. Il y a des parasols. Il peut y avoir des hamacs dans les jardins notamment. Et puis nous travaillons également en liaison avec quelques bars ou cafés-restaurants qui ont des terrasses sur la rue, et ces terrasses deviennent accessibles gratuitement à ce moment-là au public. Donc il y a cette transformation des lieux qui évidemment interroge, attire celui qui n'a pas prévu de venir, et quand on s'y arrête, ce qu'il s'y passe, et qui est une transmission très forte. Que peut offrir la poésie là, pour aller direct dans le cœur du sujet, transmettre. Alors moi j'ai vu évidemment, il y a des façons, beaucoup de manières différentes de l'offrir. Il y a des musiciens qui accompagnent les poètes, il y a des entretiens, il y a des lectures à deux, avec deux poètes qui se... Ou à plusieurs. En écho, ou à plusieurs. Alors, le festival est ainsi construit que, d'abord, nous invitons des poètes de toutes les cultures de la Méditerranée. Et chaque poète est invité à transmettre sa poésie dans sa langue. Lorsqu'il ne s'agit pas du français, bien entendu, nous avons fait traduire les textes avant le festival, et ils sont alors accompagnés de comédiens qui vont simultanément, poème après poème, lire la traduction en français. Et cette musique des langues est extrêmement importante, car il y a là un partage à la fois non seulement des langues, mais des cultures, et il y a une invitation à l'écoute qui est considérable, car que l'on maîtrise ou non une langue qui n'est pas le français, lorsqu'on l'entend, même lorsqu'on ne la comprend pas, il passe quelque chose, et c'est particulièrement sensible avec les poètes qui écrivent en langue des signes, les poètes muets. Là, la langue des signes, il y a peu de personnes qui la connaissent, hormis ceux qui travaillent ou qui sont concernés ou qui travaillent dans cet univers. Et lorsqu'on regarde un poète qui écrit en langue des signes transmettre sa poésie, on reçoit des choses extrêmement fortes, parce que la gestuelle est très puissante lorsqu'elle transmet la poésie. Et lorsqu'on écoute après la traduction en français, on reconnaît à travers les mots une grande partie des choses que l'on a ressenties en regardant. Et il se passe la même chose avec les langues qui ne sont pas le français. Donc cette identité des cultures, cette multiplicité des cultures est extrêmement importante, et d'autant qu'il s'agit d'une région, cette région de culture de la Méditerranée, qui est à la fois sur le globe un espace qui n'est pas le plus grand, mais dans lequel il y a 7 alphabets, il y a une multiplicité de langues, il y a une identité qui est à la fois multiple, et une histoire qui est commune à travers des tonnes de paramètres. Puis nous allons au-delà de l'Atlantique avec ce que l'histoire a construit dans l'histoire, dans l'histoire des hommes, c'est-à-dire par exemple l'Amérique du Sud, on a l'espagnol, on a le portugais en Afrique, on a différentes langues, non seulement autour de la francophonie, mais à chaque fois les poètes parlent dans leur langue, toujours. Et pour répondre complètement à votre question, l'identité des manifestations proposées chaque jour
ouvre également un large éventail de rencontres, car il y a effectivement des lectures, mais il y a des débats, il y a des discussions. Il n'y a pas de conférences. Mais des débats, des échanges entre les poètes, ou entre les poètes et les artistes, ou les poètes et l'animateur qui le présente. Et ils peuvent être également accompagnés de musiciens, de chanteurs, qui avec eux vont proposer une manière plurielle de faire entendre la poésie. Et cette façon de transmettre ainsi la poésie, en lui associant d'autres formes d'expression, de création artistique, est extrêmement importante parce que elle invite au dialogue, elle initie un dialogue et elle invite aussi au dialogue. Et lorsque on est spectateur, un dialogue forcément s'instaure. Et la poésie, au-delà de la forme sous laquelle elle est transmise, présente des formes d'écriture extrêmement diverses, des formes d'écriture et des formes de transmission aussi. Il y a le poète qui va lire d'une manière plus classique, celui qui va lire d'une manière plus gestuelle, celui qui va performer davantage, et dans la manière classique, entre guillemets, de lire, parce qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui la poésie comme on la lisait justement à l'époque classique. Dans cette manière-là, il y a 1000 façons de la transmettre. Et le fait que dans le festival, ce soit la voix des poètes eux-mêmes qui transmettent les textes dont ils sont les auteurs, ajoute une intensité, une force à ce dialogue. Et dialogue parce qu'il y a donc ces différentes manières de transmission, mais il y a aussi la réception, et qui est une réception individuelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le spectateur qui est présent reçoit la poésie d'une manière extrêmement forte et intime, parce que la poésie s'intéresse à tout ce qui nous concerne. La poésie contemporaine, la poésie de la dernière partie du XXe siècle et la poésie d'aujourd'hui est complètement inscrite dans l'histoire du monde que nous traversons. Elle va poser des questionnements infinis sur des tas de sujets, qu'il s'agisse soit sur un plan collectif, soit sur un plan individuel, soit sur un plan géopolitique, mais on reconnaît toujours dans l'écriture poétique aujourd'hui quelque chose qui est immédiatement lié au monde que nous traversons. Et à l'intime. Et à l'intime, bien évidemment, puisque de toute façon, dans le monde, chacun a une position intime. Mais oui. Et je voudrais qu'on écoute une lecture d'Aurélia Lassac en musique, lecture musicale, qui a été transmise par la ville de Sète. C'était en 2016. Voilà, au festival des voix vives de Méditerranée en Méditerranée. Le soleil s'est levé. Le garçon lui murmure ses commandements. Non loin de lui est agenouillée celle qu'il aime. Les bras enfouis dans le sable, elle creuse. Le garçon prie que l'on se souvienne de son nom, que l'on s'en souvienne jusqu'au dernier homme, qu'Ulysse soit le dernier homme. Puis il saisit le soleil à pleine main, le mord et le crible de rire. Elle n'a pas besoin d'entendre ses prières pour savoir de quoi sont faits les rêves d'Ulysse. Alors elle creuse, à la manière d'un animal que l'orage rend furieux. Un labyrinthe. Elle voudrait pouvoir y retenir le soleil, que la mer soit complice. Elle y dépose de petites statues d'argile, une pour elle, une pour Ulysse. Ils se tiennent par la main. Il y a une noce. Mais le labyrinthe est de sable. Chaque matin,
il faut tout recommencer. Et quand vient l'heure de la noce, elle jure 2 fois. Lis closero lairegos des rires pauces de trolles penguts del larc. All'umbro de staulies m'ensegnavos tus jocs. Abbiam pas de sang e careggiavos e tresaos in das pochos traucados. As auciols de la rivo panavos de fials per i passa de peiros en furmo d'arcelli. L'île porte les stigmates, les rires de crécelles d'enfants venus du large. À l'ombre des étals, je goûtais à tes jeux. Nous n'avions pas 10 ans, et tu charriais des trésors dans tes poches trouées. Au vieillard de la rive, tu dérobais des fils pour y glisser des pierres en forme de coquillage. Les poissons étaient borgnes, et les fruits trop amers que tu déposais en tremblant à l'abri de ma fenêtre. L'olivier avait un nom. Je te l'avais confié, ainsi que l'alphabet que l'on grave au silex sur le mât des bateaux. Nous inventions l'un pour l'autre des récits fantastiques. Il y avait des baleines au langage curieux. Il y avait tes paroles ornées de sel et nos larmes véritables quand l'été déclinant nous rendait étrangers l'un à l'autre. Fréquence Paris Pluriel, Lire du dire, émission littéraire avec Maïté Vallès-Bled qui évoque le festival qu'elle a créé, Festival des voix vives de Méditerranée en Méditerranée. Et on évoquait cette puissance fédératrice de la poésie, celle que vous offrez dans les rues de Sète, dans les cafés, le soir aussi au Théâtre de la Mer, partout. Ou dans les jardins. Ou dans les jardins également, c'est vrai. Cette poésie fédératrice et en chiffres. Alors il y a énormément de public qui se fidélise, qui revient chaque année à Sète pour le festival. Oui, alors comme je vous le disais, la courbe de fréquentation ne cesse de croître d'année en année. Nous avons accueilli cette année plus de 74 000 spectateurs, ce qui est considérable dans un festival de cette nature. Et parmi ces publics, il y a différentes catégories de publics. Il n'y a pas seulement, comme beaucoup peuvent le penser, des personnes qui sont plus âgées, qui se promènent. Nous avons vraiment toutes les générations et de plus en plus, et on l'observe d'une manière encore plus sensible depuis ces 2 ou 3 dernières années, de plus en plus de jeunes qui sont présents. Et cela résulte d'une conscience qui commence à s'établir auprès d'un bon nombre d'entre eux, justement que la poésie concerne tout le monde. Et cela résulte aussi, sans doute, de toutes les actions que nous menons, à la fois pendant le festival, mais aussi en amont, en liaison avec des associations, avec les EHPAD, avec des écoles ou établissements, lycées, collèges, etc., qui permettent de faire s'ouvrir à la poésie un public qui n'y aurait pas pensé de lui-même, peut-être, mais qui découvre plein de choses. Et vous savez, je dis souvent que le public qui est venu au festival fait partie de nos meilleurs transmetteurs, parce qu'il en parle. On a un public qui est fidélisé, mais qui, chaque année, va amener de nouvelles personnes. Ils en ont parlé à des amis, à la famille. Tout cela contribue à cette croissance permanente du public. Et nous avons aussi un public de provenance extrêmement multiple. Et ces pluralités-là sont extrêmement intéressantes pour
pour ces rencontres avec la poésie, de provenance multiple, c'est-à-dire il n'y a pas seulement un public local, il y a bien sûr un public local et régional, mais sur le plan national, nous avions fait, il y a 6 ou 7 ans, un sondage auprès des publics, et on avait... Ce sondage avait confirmé ce que nous avions perçu en tant qu'animateur, accueillant, etc. Un public qui vient de partout en France, avec des points très forts et très denses de provenance, comme Paris, bien sûr, mais aussi l'Ouest, la Bretagne, la Normandie, le Bordelais, et également au-dessus la zone de Lyon, au-dessus de Lyon. Ça, ce sont les grandes zones de provenance du public. Et nous avons également un public qui vient d'Espagne, qui vient d'Italie, qui vient d'Angleterre. Donc tout cela, finalement, contribue à véhiculer cette identité d'ouverture entre les cultures, entre les langues. On la propose au niveau des poètes et de la poésie, mais elle existe aussi dans la provenance des publics. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il se passe des choses fabuleuses en matière d'échange. Un public qui vient, un spectateur qui vient à Sète pourra, s'il le souhaite, trouver un moment pour parler avec un poète, soit à la fin d'une rencontre, soit en le croisant dans la rue. Ou au marché, on n'a pas dit. Et nous sommes, voilà, et nous sommes un des rares festivals où ces choses-là soient possibles. Les poètes connaissent l'état d'esprit du festival, connaissent ses objectifs, sa volonté de fonctionnement, et en fait, ils se laissent totalement aller à ce qu'ils sont vraiment, sans avoir à recourir à des artifices, à des manières d'être, etc. Je crois qu'on est au cœur de l'humain. La poésie est au cœur de l'humain. Et la manière dont les choses fonctionnent et sont construites permettent justement à l'humain de se départir de tout ce qui pourrait le masquer, le cacher, le freiner. Et ça, c'est important. Oui, c'est important ce que vous dites. Probablement est-ce la raison pour laquelle dans certains lieux dédiés, fermés, avec le poète en lecture qui devient inaccessible, on n'a plus de jeunes, on n'a plus qu'un public qui se croit autorisé à aller écouter ou qui n'y va pas parce que qui se dit je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée. Alors que oui, la poésie, c'est le partage de l'humain, de ce qu'on a de plus intime. Et c'est aussi une parole de paix. Oui. Car les poètes parlent de tout, y compris des choses les plus terribles que le monde est capable de créer. Mais ils en parlent avec des mots. Et ces mots invitent à la réflexion, bien sûr, mais aussi à l'échange. Combattre avec des mots, c'est pas la même chose que combattre avec des armes. Non. Et je pense qu'on va écouter Karazim Louka, qui lui va nous parler de Axiome l'homme. Axiome l'homme. Thème l'homme axiomatique. Thèse l'extase vexée. Axe d'accès à 16. Fixe. X. X. Rix. À exiger et à exercer. Sexe. À explorer à l'excès. Il exilé dans exister. L'homme axiomatique, exanthématique, thématique, tic éthique. Le sexe l'exhale, l'exude, l'extirpe,
l'expulse. Le sexe l'exalte, l'excuse, l'expose, l'explose, le relaxe. L'homme crée, à exécrer, à exaspérer, à exécuter, à expédier sur une orbite exorbitée. Laissez-le errer, errer vers une action extrême. Excrément des éléments, l'homme, axe d'un mot exténué, parallaxe d'un monde exhibé, axiome à aérer, à recréer, axe de l'homme, le fantôme, la femme et l'homme, la somme, la flamme et l'ombre, l'appât et l'assaut, la partie sombre d'une lame d'eau et de couteau. Il perd son nombre. Père excité, expert du pire, existe, puis expire, perplexité. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du Dire, émission littéraire, et je suis avec Maïté Vallès-Bled qui évoque le festival des voix vives de Méditerranée en Méditerranée, festival qu'elle a créé en 2010 et qui s'est installé avant. En 1998. C'est ça. Je savais que je disais des bêtises. Et qui s'est installé à 7 en 2010. À 7 en 2010, oui. Et on évoquait évidemment ce pouvoir plus que fédérateur de la poésie. Alors, il y a également des éditeurs qui sont à 7. On n'a pas dit pour le... J'allais vous en parler. Voilà. Les éditeurs et les poètes reviennent voir les éditeurs et le public peut échanger, partager. C'est tout un... Voilà, au centre du festival, nous avons chaque année de nombreux éditeurs de poésie qui sont donc présents et qui sont invités, pour beaucoup d'entre eux, pour ceux qui le choisissent en tout cas, à participer à un certain nombre de rencontres. Mmh. Nous avons un poète et son éditeur, être éditeur de poésie aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie, et il y a énormément de choses à dire, ou bien aussi une rencontre quotidienne qui s'intitule « Les éditeurs proposent », où les éditeurs sont invités à proposer eux-mêmes leur propre programmation, c'est-à-dire hors des poètes qui sont invités cette année-là, même si certains d'entre eux ont parmi les poètes invités des poètes qu'ils publient. Et ce marché du livre qui est au centre géographiquement au cœur du village du festival est extrêmement fréquenté à la fois par le public mais aussi bien sûr par les poètes, et des échanges, des rencontres extraordinaires se nouent et nous avons chaque année quasiment plusieurs poètes qui vont avoir une publication en France résultant de ces rencontres qui se sont opérées pendant le festival. Oui, c'est une anthologie publiée par Bruno Doucet. Alors c'est ça. Également l'anthologie du festival que nous publions en partenariat avec les éditions Bruno Doucet, et nous avons également les éditions Almanar qui sont partenaires du festival et qui chaque année depuis 3 ans publient deux recueils consacrés chacun à un poète invité. Avant, il y a 3 ans, nous pouvions en publier davantage en ayant de notre part un partenariat qui existait vraiment. Bon, cela n'est plus possible aujourd'hui, mais on
travaille en espérant que cela pourra revenir. Donc voilà, deux éditeurs qui sont partenaires en termes de publication, mais tous les autres sont aussi partenaires du festival en termes d'investissement, en termes d'énergie et de fidélisation aussi, de fidélité. Ouais. Et ce marché du livre est vraiment un des noyaux très, très important dans le festival. D'ailleurs, la programmation sur la place du livre commence à 10h chaque jour et se termine à 20h. Et nous avons en plus 2 soirées nocturnes jusqu'à 10h. Et il y a en permanence du public. Oui. Et justement, pour parler de l'organisation de ce magnifique festival, ça demande des sous, ça demande un investissement. Les subventions, est-ce qu'elles continuent à être aussi importantes? Parler des choses. Il y en a certaines qui ont diminué, notamment sur un plan local. Mais bon, nous sommes soutenus par la ville de Sète, nous sommes soutenus par la région Occitanie. Et nous sommes soutenus par le CNL, le Centre national du livre, qui nous accompagne avec une fidélité qu'il ne cesse d'essayer d'augmenter chaque année. Nous avons la Sophia également, le programme Versopolis, qui est un programme européen. Et puis nous avons des partenaires privés. Et là, les choses sont extrêmement difficiles, de plus en plus difficiles. Mais bon, on continue de se battre pour les rendre possibles. Et vous avez beaucoup de gens qui participent, qui vous accompagnent, même si je sais que vous êtes sous pression pendant 8 jours pour veiller à ce que tout se passe bien. Il y a des équipes. Nous avons beaucoup de bénévoles, sans lesquels le festival ne pourrait pas exister. Nos équipes, l'essentiel de nos équipes techniques et de régie artistique sont constituées de bénévoles. Et sans eux, vraiment, le festival ne pourrait pas exister. Donc, je profite de ce moment où nous parlons d'eux pour les remercier encore une fois du fond du cœur et leur dire toute notre reconnaissance. Et la poésie, alors on évoquait la poésie, et vous dites, est-ce que écrire un poème, c'est pas peindre finalement, vous qui avez voué aussi votre vie à la peinture, est-ce que c'est pas essayer de peindre avec des mots? Oui, mais vous savez, c'est un acte de création. Donc tous les actes de création ont cela en commun qu'ils recourent à un outil pour transmettre. Et là, l'outil, effectivement, ce sont les mots. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ces positions qui considéraient que la poésie n'était pas accessible à tous, n'était pas écrite pour tous, parce que justement, ce sont les mots. Et que les mots, c'est l'outil que nous avons tous en commun. Une œuvre d'art... on peut regarder, bien sûr, et recevoir une œuvre d'art sans avoir recours aux mots. Mais si on recourt aux mots pour ouvrir des portes, donner quelques repères, on ira plus loin encore dans la réception de cette œuvre. Alors qu'avec la poésie, il suffit de recevoir les mots. Et encore une fois, c'est un outil qui nous est commun à tous. Donc, en ce sens, la poésie s'inscrit, comme tous les actes de création, dans le recours à un outil. Et quand vous écrivez, Salas Tessier et les peintres, qu'est-ce que vous faites comme lien entre cette parole absolument limpide, poétique? Alors, j'ai fait différentes choses. Oui, je sais bien, mais juste par exemple. Donc, Salas Tessier et les peintres, c'est une exposition qui
mais tourner autour de Salas Tétier, de l'intérêt, de l'amour qu'il a toujours porté à la peinture. Et il a travaillé toute sa vie avec des artistes. Il a écrit avec des artistes. Le nombre de livres d'artistes qu'il a pu réaliser est considérable. Et chez lui, il avait des œuvres. Il vivait avec également. Donc c'était un moyen, encore une fois, d'établir ces liens entre différents domaines de la création à travers, dans le cas de Salas Tétier, le nom d'un des plus grands poètes du XXe siècle. J'ai fait quelque chose de différent, mais quelque part qui arpentait un peu les mêmes chemins à partir des collections du musée Paul Valéry il y a 5 ou 6 ans. J'avais demandé, j'avais sélectionné environ 250 œuvres des collections du musée, et j'avais demandé à 250 poètes d'écrire chacun en fonction d'une œuvre. Et j'ai fait une exposition avec à la fois, bien sûr, ces œuvres qui étaient réunies sur des mêmes simèses, et en regard, à chaque fois, le poème qui était né de cette œuvre. Et j'avais publié un gros catalogue ça a été un moment assez extraordinaire au niveau de la réception du public. Ah oui, ça m'étonne pas, oui. Est-ce que ça dialogue? Est-ce que ça s'éclaire? C'est pas une confrontation, c'est pas un bon mot. C'est jamais une confrontation. C'est pas un beau mot. C'est jamais une confrontation. Et là, comme il s'agissait des collections du public, des collections publiques du musée. Ah oui. Le regard du poète était un regard issu de sa rencontre ou son contact avec l'œuvre. Lorsqu'il s'agit d'un livre d'artiste, c'est une chose qui fonctionne dans les deux sens. Et il n'y en a aucun qui illustre l'autre. Et là, il ne s'agissait pas d'illustration non plus. Il s'agissait d'une réponse en écho, pas d'illustration. Et dans les livres d'artistes, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que très rarement l'artiste va illustrer le poème ou le poème va illustrer l'œuvre. Il y a vraiment un dialogue de paroles qui vont avancer un moment sur un chemin commun. C'est un échange. On va écouter, moi je crois, Claude Bert. Très bien, c'est parfait. Voilà, et c'est la célébration de l'espèce, dit par Frédéric Wolf-Michaud sur une musique inédite d'Alain Bancard. Voilà. Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce, car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce, qu'elle célèbre le n'importe quoi de son espèce, qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son ordre, de ses croyances comme de ses incroyances. Tout rentre, tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu'elle invente
vivante de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pend, fusille, bombarde, gaz, démembre, écorche, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce. Ainsi est mon espèce, plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce. Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce, une espèce oublieuse et avide qui se soumet au pire de l'espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer? Car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce. Et les tessons de lumière qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce. Il faut être une espèce décervelée comme l'est mon espèce pour croire qu'un Dieu tout-puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l'est mon espèce pour imaginer qu'un quelconque infini puisse ressembler à celui qu'invente à son image la sauvagerie de mon espèce. Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut le matin louer le Créateur de toute espèce, puis au sortir de ses prières, crucifier, lapider, égorger en son nom d'autres membres de mon espèce. Comment croire aux dieux de mon espèce, qui sont des dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce? La fente d'infini qui traverse le nom de Dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce, et aucun Dieu ne peut ressusciter l'âme de mon espèce assassinée par mon espèce. Ainsi est mon espèce, qu'elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce. Qui sauvera mon espèce de mon espèce? Une espèce qui se gorge de meurtre est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce. L'âme de mon espèce fond comme glaçon entre les mains sanglantes de mon espèce, emportée par sa peur et sa passion de la mort. Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesse et prière contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d'intelligence à se persuader que la vie est la mort et que la mort est la vie. Mon espèce a honte du désir et de la vie auquel elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s'insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce plutôt que d'accepter la mort. Mon espèce a une perversion de l'âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme l'est mon espèce pour s'enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort. Mais ainsi est mon espèce, qu'elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps. Double et duplice est mon espèce, qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce. Car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort. Mon espèce dépaisse le corps des mères de son espèce, abat les vieillards de son espèce, écartèle les femmes de son espèce, arrache les couilles des hommes de son espèce, puis brandit ses trophées pour amadouer la mort. Mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche, aller en éventrer d'autres 2 heures après, puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce. Ma folle espèce, affolée par le temps infime de son corps, préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps. Mon espèce, terrifiée par la mort, se précipite dans la mort par frayeur de la mort. Mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort et l'âme de mon espèce dégringole dans le trou du cul de la mort. Ainsi est l'instabilité effrayante de mon espèce, pétrie de nuages et de fange, et qui remplit de fange et de nuages la fosse de la mort. Infinis sont la bêtise et l'orgueil de mon espèce,
qui sacrifie mon espèce à sa goinfrerie de bien durant sa vie et à sa goinfrerie de survie après la mort. Il faut être abruti comme l'est mon espèce pour détruire la terre, se payer à elle-même un impôt sur la destruction de la terre et continuer de la détruire jusqu'à sa propre mort. Il faut être aveuglé comme l'est mon espèce pour ne pas voir que la terre et l'univers se fichent de mon espèce, mais l'immensité de la prétention et de l'imbécilité de mon espèce est le seul infini accessible à mon espèce. Mon espèce fait de sa vie le croupion de la mort. Mon espèce essuie son avenir sur le paillasson de la mort. Toute la vitalité de mon espèce se consume à remplir la panse de la mort, à combler le trou du ventre de la mort par la mort. Et la mort déborde dans la vie de mon espèce, recouvre la vie de mon espèce, enfouit sous elle la vie de mon espèce. La mort jouit dans mon espèce. Ainsi, célébrer mon espèce revient à célébrer la mort. Si je pouvais, je sortirais de mon espèce, mais je suis de même espèce que les autres membres de mon espèce. Comme tous ceux de mon espèce, je loue et vitupère mon espèce. Mon effroi devant la cruauté de mon espèce fait de moi un membre commun de mon espèce qui se distingue par l'amour et la haine de son espèce. Comme tous les membres de mon espèce, je suis de cette espèce qui étrangle et étreint, bénit et maudit les membres de son espèce. Double et duplice est mon espèce qui célèbre également la destruction et le sacrifice des membres de son espèce. Duplice et double est mon espèce qui protège et étouffe contre sa poitrine les membres de son espèce, car mon espèce serre dans ses mains les mains de mon espèce. Mon espèce accueille au chaud des plis de son corps les corps de mon espèce. La tendresse de mon espèce panse les blessures de son espèce. Mon espèce ouvre désespérément son cœur et son âme à mon espèce. Mon espèce illumine la nuit de mon espèce. Mais si grande est la versatilité volatile de mon espèce qu'il suffit d'une rognure d'ongle pour qu'elle se prosterne de nouveau devant la mort. Ainsi est mon espèce qu'elle pétrit le pain de la vie et se partage celui de la mort. La soif de paix de mon espèce est un fétu de paille emporté par la violence de mon espèce. L'animalité humaine de mon espèce, une larme noyée dans le torrent de l'inhumanité humaine de mon espèce. Le dévouement de mon espèce est une poignée de terre arrachée au continent de férocité de mon espèce. Le flot d'amour de mon espèce, une goutte d'eau dans l'océan de sauvagerie de mon espèce. Le courage de mon espèce devant la mort est un grain de sable face à la lâcheté de mon espèce qui se voue à la mort en donnant la mort à son espèce. Car mon espèce a inventé 1000 manières d'assassiner mon espèce, mais pas une seule manière d'aimer continuellement les membres de son espèce. Aimer son espèce est au-dessus des forces de mon espèce. Toutes les ressources de fraternité et de compassion de mon espèce, toutes les capacités de sentir et de penser de mon espèce sont insuffisantes pour parvenir à aimer continuellement une telle espèce. Il faut être un joyau de l'espèce pour ne pas vouer aux gémonies une espèce aussi bornée et destructrice que mon espèce. C'est pourquoi mon espèce célèbre les joyaux de son espèce qui parviennent à ne pas honnir leur espèce. Mais mon espèce est trop envieuse et jalouse pour célébrer vivant les joyaux de son espèce. Mon espèce ne célèbre que mort les bienfaiteurs de son espèce et se lave de ses infamies par le remords. Ainsi est mon espèce, adorant le remords et les prophètes du remords qui lui enjoignent de se repentir pour mieux se soumettre à la mort. Ainsi est mon espèce, toujours gagnante à la loterie de la mort. Le cœur de mon espèce
est le charnier métaphysique de la mort, mais dans son cœur, mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts. Telle est mon espèce, qu'elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l'histoire de mon espèce. Telle est mon espèce, qu'elle célèbre la moelle de la vie dans l'os de la mort. Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort. Ma malheureuse espèce, affolée par la mort, se jette follement au cou de la mort. Ma misérable espèce se meurt d'avoir nommé la mort. Comment célébrer cette tragique espèce qui se débat mortellement dans sa terreur de la mort? Comment célébrer l'insoumission de mon espèce asservie par mon espèce? Le rire cosmique de mon espèce devant l'inconséquence de mon espèce? La révolte tenace de mon espèce contre la tyrannie de mon espèce? La douceur délicate de mon espèce outragée par la brutalité de mon espèce? La résistance inflexible de mon espèce torturée par mon espèce? La dignité de mon espèce humiliée par mon espèce? L'intelligence de mon espèce dilapidée par la sottise de mon espèce? La générosité de mon espèce élimée par l'avarice de mon espèce? L'ingéniosité de mon espèce dévoyée par la rapacité de mon espèce? La puissance de mon espèce submergée par l'impuissance de mon espèce? La lucidité de mon espèce anéantie par l'aveuglement de mon espèce? La grandeur de mon espèce rongée par la petitesse de mon espèce? L'espoir de mon espèce étouffé sous le désespoir de mon espèce? La rébellion obstinée de mon espèce écrasée par mon espèce? Les sanglots de mon espèce conduits par mon espèce dans la vallée de la mort? Fréquence Paris pluriel, lire du dire, émission littéraire. Je suis avec Maïté Vaez-Bled et puis nous évoquons ce fait. Je vais recommencer parce que c'est nul. J'ai dit et puis, alors ça va pas. Je recommence. Ah oui, non, bien sûr. Alors je mets où? Alors 14 ans, ça m'évite de tout parcourir. Fréquence Paris pluriel, lire du dire 106.3, lire du dire émission littéraire, et je suis avec Maïté Vaez-Bled qui évoque l'art évidemment auquel elle a consacré son existence, et puis son festival, son vieux bébé. Festival des voix vives de Méditerranée en Méditerranée, qui se déroule chaque année à Sète maintenant. Alors c'est une formule différente de ce que... Est-ce que le festival, avant il avait lieu à l'Odève, c'est adapté à la ville? C'est-à-dire qu'à l'Odève c'était autre chose qu'à Sète? C'était le même concept. Ouais. Donc dans les rues, sur les places, dans des jardins. En revanche, forcément adapté à la ville, puisque chaque ville a son identité, sa morphologie. Ouais. Mais le principe est le même. Le principe est rigoureusement le même, à savoir cette diversité des rencontres dans des lieux extrêmement divers, cette gratuité d'accès pour tous les publics, et cette installation dans des lieux du quotidien, des lieux de la vie qui ne vont pas donc suggérer des difficultés, des barrières à ceux qui pensent que peut-être ça n'est pas pour eux. Là, justement, le fait d'installer la poésie au centre de la cité, dans des lieux que nous traversons tous chaque jour, fait tomber toutes ces barrières, la met à la disposition de tous. Et donc, vraiment, le festival, c'est le même depuis le début. Sète étant une ville plus grande, il y a eu davantage de lieux. Nous avons pu développer le nombre de poètes invités, mais l'identité est la même. Et j'y tiens beaucoup. Mais oui, parce que vous prolongez en offrant au lycée, au collège, cette démarche de porter la poésie là où elle doit être, près des gens, près de tous. C'est-à-dire près de tous. Oui. Près de tous et près de chacun. Près de chacun, effectivement. Et est-ce que vous pensez que la poésie est moins lue parce qu'elle est justement pas assez partagée de cette manière? Est-ce qu'il y a des espèces de chapelles ou des gens qui... Alors ça, c'est une question qui, certes, concerne la poésie, mais qui est beaucoup plus large aujourd'hui, parce que on voit bien qu'avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, la lecture est
un des axes qui subit les plus fortes conséquences. Et ça, c'est une erreur tellement fondamentale contre laquelle on ne se bat pas assez et contre laquelle il ne faut surtout pas abandonner de se battre. Lire un livre, c'est pas du tout la même chose que lire un bout de texte sur un écran, ou même lire un livre sur un écran. C'est pas la même chose. D'ailleurs, le paratexte n'est pas le même. Voilà. Il n'y a pas du tout la même rencontre, la même intimité, la même force. Donc, ce problème-là se pose, le problème de la lecture se pose à tous les niveaux. Pour ce qui concerne la poésie, alors certes, être éditeur de poésie, j'ai toujours considéré que c'était un sacerdoce, mais en même temps, il y a des retombées, il y a des retours. Et bon, moi, j'observe que chaque année, les éditeurs présents au festival sont contents, sont satisfaits de la diffusion qui a pu être opérée. Et vous savez, si ça n'était pas le cas, il ne reviendrait pas avec cette fidélité permanente. On entendait aussi cette année qu'il y avait un regain de lecture de poésie. Bon, en tout cas, ça, c'est un combat qu'il faut mener, non seulement pour la poésie, mais pour tout. Pour toutes les formes de publication de livres, de recueils, de nouvelles, voilà. C'est cette ouverture qui doit être reconstruite complètement vers la lecture. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des personnes qui avaient entendu un poète, puisque je suis allée au festival, et qui viennent acheter le livre. Et ça, mais c'était d'une émotion énorme, parce qu'ils viennent emmener cet objet où il y a la voix. Ils veulent emporter quelque chose avec eux. Avec eux, non seulement dans ce qu'ils ont reçu à l'intérieur, mais physiquement. Et le livre est un vecteur extraordinaire pour cela. Et une chose qui est intéressante dans un recueil de poésie, il y a 1000 manières de lire un recueil de poésie. Et moi, je sais que bon, bien sûr, je les lis en entier, tout ce que j'ouvre, mais quand je reçois ou quand j'acquiers un recueil de poésie, spontanément, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir au hasard. Et ouvrir dans cette ouverture au hasard, mais c'est 8 fois sur 10, il se passe quelque chose de très très fort. Et même des recueils que j'ai lus, j'aime les rouvrir au hasard. C'est un lien intime. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que vous préparez? En plus évidemment, il y aura les éditions 2024 des Voix Vives et avec. Alors vous continuez votre parcours d'organisatrice d'expositions. Oui, enfin je participe à des commissariats d'expositions et à des écritures, des contributions à des catalogues. Oui, mais vous savez, c'est une passion. Donc les passions, c'est pas parce que l'administration un jour décide que vous avez atteint un âge qui ne peut plus vous permettre de les exercer théoriquement, c'est pas pour autant qu'elles s'éteignent. Donc moi je sais pas ce que ça veut dire le mot retraite. Non. Donc je continue. Et dans le festival, il y a aussi une part destinée aux arts plastiques. Nous, chaque année, nous présentons une exposition dans la galerie Open Space au centre de Sète d'un artiste invité par le festival. Et nous avons aussi une rencontre quotidienne sur les livres d'artistes. Nous invitons le poète et l'artiste avec lequel il a travaillé. Vous savez, je pense que c'est très important d'ouvrir des portes en permanence, de permettre des échanges. Et ce qui est extraordinaire avec la parole poétique, c'est qu'elle permet des ouvertures vers tous les domaines de la création, avec simplicité. Voilà.
Oui, c'est essentiel. Merci beaucoup Maïté Vallès-Bled d'être venue évoquer pour nos auditeurs ce lieu. C'est un lieu, un espace de rencontre et de partage qu'est la ville de Sète à l'époque du Festival des Voix Vives. C'est moi qui vous remercie, vraiment.